Dans l'actualité de ce vendredi 18 février, attaque à l'explosif à Beaumont ce matin. Des malfaiteurs ont essayé de braquer le dépôt d'un transporteur de fonds avant de prendre la fuite. Plus que quelques heures avant l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, de nombreux Auvergnats y participent cette année encore. Enfin, les chronos vont s'affoler. Le stadium Jean Pelez accueille ce week-end les championnats de France d'athlétisme en salle. Un vrai scénario de polar. Ce matin, à Beaumont, le dépôt du transporteur de fonds Brinks a été attaqué à l'explosif. Les malfaiteurs n'ont pas réussi à entrer dans le bâtiment et ils ont pris la fuite avant l'arrivée de la police. Quelques dégâts matériels sont à déplorer dans le quartier. Raphaël Poujon avec Alice Chevrier. J'étais dans la salle de bain, c'est la fenêtre en face, et j'ai entendu boum. Une déflagration qui retentit à 9h05 ce vendredi matin. Le souffle de l'explosion détruit les vitres de ce riverain et endommage 2 véhicules à proximité. Surpris, voire secoués, les habitants du quartier mettent le nez dehors. On n'a pas su ce que c'était, ça a fait vibrer le sol, on est sorti, on a regardé, on a vu une fumée et c'est tout. Et je regarde dehors, c'est normal, et j'ai vu les encadrements tomber par terre, les encadrements des fenêtres. Je dis, mais c'est un avion. Pas un avion, mais bien des braqueurs, au moins 3 selon le procureur de la République. Des hommes encagoulés qui prennent la fuite à bord de véhicules après leur échec. Leur cible, le dépôt de la Brinks abritant les liquidités du transporteur. Le bâtiment, ultra sécurisé, semble à peine entamé. Bouclé la matinée, le quartier beaumontois a été inspecté par les services de la police scientifique et de la police judiciaire de Clermont en charge de l'enquête. C'est la plus grande ferme de France. Le Salon de l'agriculture 2011 ouvre ses portes demain à Paris avec des centaines d'exposants et des milliers d'animaux. Nous sommes allés chez un éleveur du Cantal qui va présenter l'un de ses taureaux cette année à Paris. Le reportage est signé Philippe Robert. Pour Caporal, ce taureau salaire de 4 ans, cette toilette est particulière. C'est la dernière avant de monter à Paris dans moins de 2 heures. Pendant 3-4 mois, là, il faut le soigner un peu plus que la normale et le laver, le tenir propre. Le laver au moins, on le lave 1 fois par semaine par là. Et toujours avoir de la paille propre. Car porte de Versailles, ce magnifique animal de 1200 kilos ne va pas seulement être l'ambassadeur de la race. Il doit être le plus beau pour rivaliser avec 4 autres congénères lors d'un concours. C'est une récompense de notre travail, un peu. C'est vrai que c'est beau pour y arriver. Tout le monde rêve d'y aller, mais après, y aller, c'est autre chose. Pour avoir le droit de monter à Paris, ce taureau a été sélectionné au niveau régional par un jury. Mais Patrick ne veut pas simplement participer, il veut ramener un trophée pour enrichir une très belle collection. Et il compte bien sur Michel, qui est un peu la nounou de Caporal. Et c'est à lui que revient le soin de préparer la valise de son champion. Du savon, des brosses un peu pour le laver, puis un peu à manger. Michel emmène également son lit car durant 10 jours, il va dormir auprès de Caporal. Tout est prêt, enfin presque. Il est l'heure de partir en direction de Murat. C'est comme les femmes, ça, quand elles sortent, elles se font belles. Elles mettent leur belle dorure. Alors lui, c'est pareil. On va lui mettre un beau collier. 30 minutes de route et Caporal débarque à Murat. Là, il retrouve Champion, l'un de ses 4 adversaires pour le concours. C'est les visiteurs là, qui font leur jugement aujourd'hui. C'est pas nous. C'est eux qui jugent, chacun dit son idée un peu, et puis voilà. 9 bêtes embarquent dans ce camion vers Paris, un moment vraiment particulier. Je suis bien un peu stressé, même que j'y parte pas. Mais bon, c'est normal. Patrick ne rejoindra la capitale que la semaine prochaine, le concours se déroulant mercredi. Jusqu'à ce jour, c'est Michel qui veillera jour et nuit sur Caporal, et en particulier durant les 8 heures du voyage. Le salon de l'agriculture démarre donc demain à Paris. Il se déroulera jusqu'au 27 février. Et puisqu'on parle d'agriculture, un mot pour vous rappeler que 8 éleveurs du Puy-de-Dôme comparaissaient ce matin devant le tribunal de proximité de Thiers. Ils demandent l'annulation des amendes qu'ils ont reçues pour ne pas avoir vacciné leurs bêtes contre la fièvre catarrhale. Le tribunal de Thiers rendra son jugement le 1er avril.
Les suites maintenant de cette polémique lancée hier autour de l'incinérateur. De l'eau a été trouvée sur le site de construction à Beaulieu. Certains pensent que cela va compliquer les travaux et donc alourdir la facture pour le contribuable. Vernéa riposte aujourd'hui pour l'entreprise maître d'ouvrage. Il s'agit d'une simple nappe d'eau qui ne compromet en rien la construction de l'incinérateur. On écoute le directeur de Vernéa au micro de Catherine Lopez. Faut-il pour autant parler de nappe phréatique? Je ne le crois pas. Des études, on va dire, hydrogéologiques ont été menées dans le cadre de ce projet. Elles n'ont pas détecté la présence de nappe phréatique. Donc on peut penser qu'il s'agit plutôt d'écoulements superficiels qui viennent s'accumuler dans les excavations dès qu'on fait des trous d'importance suffisante. Ce n'est pas une découverte, c'est quelque chose qui arrive sur tous les chantiers de construction. On a de l'eau, c'est pas étonnant, l'inverse, c'est presque l'inverse qui aurait été étonnant. Donc voilà, aujourd'hui pour nous, pas d'impact, on va dire, sur notre planning et sur l'évolution du chantier. Et les travaux de construction du pôle de traitement des déchets à Beaulieu devraient démarrer le mois prochain. Jamais le stadium Jean Pelez d'Aubière n'a accueilli autant de stars en même temps. Ce week-end, à l'occasion des championnats de France d'athlétisme en salle, on pourra voir en piste Christophe Lemaître, Christine Aron ou encore Renaud Lavillenie. Et parmi les athlètes auvergnats engagés, une spécialiste du 1500 mètres et une marcheuse. Philippe Robert les a suivies toutes les deux à l'entraînement cette semaine. Elles ont beau avoir près de 20 ans de différence, Charline et Corinne ont la même passion, l'athlétisme. Corinne a débuté par le 1500 mètres, la distance sur laquelle Charline s'aligne lors des championnats de France en salle. Charline a petit gabarit, 1,58 m pour 40 kg. Un peu léger pour un 1500 mètres, mais excellent pour le marathon et le cross, ses épreuves de prédilection. Mais courir le 1500 mètres, c'est lui permettre de faire de la vitesse et garder un peu de rythme. À l'intérieur, on a 7 tours et demi. Donc, ce qui fait que c'est pas du tout la même chose qu'en extérieur. On a d'autres repères, c'est pas du tout pareil. Donc, faut bien connaître ses allures, avoir un bon rythme d'entrée, prendre un bon départ et faut maintenir une bonne cadence jusqu'au bout, quoi. Corinne, elle, s'aligne sur le 3000 mètres marche, une discipline très technique, très exigeante, avec un stress permanent durant l'épreuve. Il faut attaquer jambes tendues quand on passe et surtout ne pas être en suspension. Donc vous avez 4 ou 5 juges avec un juge arbitre et vous avez le droit à 2 cartons rouges et si vous avez un troisième, vous ne pouvez pas finir votre course, votre marche. Corinne et Charline, deux filles qui abordent ces championnats de France sereinement. Je vais essayer d'améliorer mon temps qui est de 14-18. J'ai le 11e temps d'engagement, donc j'aimerais bien finir dans les 8, ça serait super, et puis battre mon record, surtout ici. C'est pas ma distance de prédilection, mais j'ai un bon chrono et je pense que je peux encore progresser dessus. Le 1500 mètres de Charline, c'est samedi, la marche pour Corinne dimanche. Le week-end suivant, Charline participera au championnat de France de cross à Paray-le-Monial. Prochaine échéance pour Corinne, les championnats de France sur 20 km marche en extérieur. Pour les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne, l'heure du rachat a sonné, sévèrement battu la semaine dernière à Montpellier. Ils affrontent Bayonne demain après-midi au Parc des Sports Marcel Michelin. À 8 journées de la fin du championnat, les Clermontois n'ont pas le droit à l'erreur. Martial Delecluse. Privé de ses internationaux, l'ASM Clermont-Auvergne a sombré corps et âme en terre montpelliéraine. Un vrai cauchemar. Sur la pelouse du stade Yves du Manoir, les hommes de Verne-Cotter, jusque-là meilleurs défenseurs du top 14, ont encaissé 4 essais et perdu pas mal de leurs illusions. Demain, face à l'Aviron bayonnais, le champion de France 2010 doit impérativement éviter un nouvel accident de parcours. Je ne sais pas si vous faites du cheval, mais bon, quand on tombe de cheval, il faut éviter de remonter. Donc c'est encore plus facile. Et puis c'est une chance de jouer à la maison. Donc on sait qu'on va être attendu. On sait qu'on va être attendu par notre public parce qu'on se doit de montrer notre visage, je le répète, et puis par des Bayonnais qui vont venir faire un coup, tout simplement. Invaincus à domicile depuis le début de saison, les Clermontois voyagent très mal. En déplacement, le bilan est catastrophique. Une seule victoire à Bourgoin au mois d'août et 8 défaites. Des échecs que certains au sein du club tentent d'expliquer à la lumière de ce qui s'est passé à Montpellier. Avant la défaillance collective, je pense qu'il y a eu pas mal de défaillances individuelles. Et voilà, donc après, quand individuellement ça ira mieux pour chacun d'entre nous, je pense que collectivement on se retrouvera et ça marchera comme il faut.
5e au classement général du top 14, les Clermontois ont besoin de points s'ils veulent se qualifier pour les phases finales. Encore privés de ces internationaux, l'ASM se méfie des Bayonnais. Lors des 7 dernières journées de championnat, ils se sont imposés à 6 reprises. Et c'est la fin de ce JT, mais le direct se poursuit. Dans un instant, les prévisions météo, l'invité du jour et puis le dossier spécial politique de ce vendredi. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com. C'est un samedi globalement nuageux qui nous attend. Au lever du jour, le brouillard s'impose en Limagne et dans les vallées de l'Allier et de la Dore. Cette grisaille se dissipe dans la journée, mais le ciel reste couvert. Des petites précipitations se déclenchent sur les hauteurs et se transforment en neige au-delà de 1500 mètres. Le matin, les thermomètres affichent -4 à Issoire et à Ambert, -3 à Vichy et Clermont et 0 à Saint-Gervais d'Auvergne. L'après-midi, 4 degrés à peine à Superbès, 11 à Clermont, 12 à Vichy et 13 à Montluçon. On l'essaye pour vous, installez-vous bien, c'est parti. L'invité du jour dans le direct, c'est le professeur Jean Chazal, chef du service de neurochirurgie A au CHU de Clermont. Bonsoir. Bonsoir. L'Agence française de sécurité sanitaire vous demande de reporter une étude clinique que vous vous apprêtiez à lancer. On va déjà expliquer en quoi consiste cette étude. Alors, cette étude consiste à traiter des patients paraplégiques ou tétraplégiques, c'est-à-dire paralysés des 2 membres inférieurs ou des 4 membres, à la suite d'un traumatisme de la colonne vertébrale, d'une fracture de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale protège la moelle épinière, mais quand elle se fracture, il peut y avoir une lésion de cette moelle. La moelle, c'est un organe très fragile et il peut s'arrêter de fonctionner tout de suite après la fracture. Alors, notre projet était de réparer cette moelle épinière lésée par l'injection de cellules souches. Les cellules souches, c'est une véritable révolution dans le monde médical depuis une quinzaine d'années. On a découvert que partout dans le corps, il y avait des cellules souches. Il y en a dans le pancréas, dans les glandes surrénales, dans la moelle osseuse. Et ce sont des cellules souches adultes qui n'ont jamais travaillé, qui sont prêtes à travailler là où on leur demande de travailler. Par exemple, pour réparer une fracture, par exemple, pour réparer une cloison cardiaque à la suite d'un infarctus, ou le système nerveux central. Et donc si les cellules souches sont capables de réparer certaines fractures, vous vous dites que peut-être elles pourraient réparer des fractures de moelle osseuse, c'est ça le postulat de départ? Des fractures de la moelle épinière. La moelle osseuse, c'est là où on prend les cellules souches. C'est des cellules qui normalement devraient fabriquer des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, c'est-à-dire des cellules sanguines. Mais comme elles n'ont pas encore travaillé, si on les met ailleurs, elles vont fabriquer du tissu cérébral par exemple ou du tissu de moelle épinière. Comment vous comptez procéder pour cette étude? Je crois qu'il y a à peu près 120 patients que vous souhaitez observer. Alors, on a besoin effectivement d'observer et de traiter 120 patients. Et c'est une étude scientifique dite de phase 2, c'est-à-dire randomisée en double aveugle. En gros, ça veut dire que 60 patients vont recevoir les cellules souches, qui sont leurs propres cellules d'ailleurs, autologues, donc il n'y a pas de problème d'immunocompétence. Et puis 60 patients recevront du sérum physiologique, c'est-à-dire du placebo. Et à la fin de l'étude, on comparera les patients qui ont reçu les cellules souches et ceux qui ont reçu le placebo. Et on verra si ce traitement a véritablement une efficacité. Vous pensez que, en postulat de départ, toujours que ces cellules souches peuvent vraiment permettre de guérir des personnes tétraplégiques ou paraplégiques ?
Alors, guérir, je ne pense pas, mais je pense qu'elles peuvent apporter une amélioration. Il est possible qu'on observe une amélioration, même si cette amélioration est minime, ça veut dire que ça marche et qu'il faut aller plus loin dans cette recherche à propos des cellules souches. Le problème, jusqu'à aujourd'hui, c'est que ce traitement a été utilisé très peu en France, mais à l'étranger, en Allemagne, en Chine, en Australie, etc. Et que les patients ont souvent dépensé beaucoup d'argent avec des espoirs déçus. Nous proposons de faire une étude scientifique gratuite pour les patients, non rémunérée pour les médecins, et qui permettra, et c'est une première mondiale, qui permettra au bout du compte de savoir s'il y a un espoir ou s'il n'y en a pas. Mais on ne prétend pas faire remarcher les paraplégiques, on prétend apporter une amélioration. Malgré tout, vous devez générer un espoir assez fort pour tous les malades. Un espoir formidable, mais je crois que dans ce type d'études, les patients sont en quelque sorte nos partenaires. On a parlé avec eux, ils nous ont dit, même si ça marche que partiellement, on est d'accord pour participer, parce que ça permettra de progresser et peut-être d'affiner la technique, la technique d'utilisation de ces cellules souches. Alors cette étude paraît formidable comme ça sur le papier. Pourquoi est-ce que l'Agence française de sécurité sanitaire vous demande de reporter cette étude ? Alors, il faut savoir qu'en France, c'est assez compliqué pour mettre sur pied de telles études. J'ai un dossier qui fait plus de 300 pages et il y a 2 instances qui doivent nous donner les autorisations. Le CPP, Comité de protection des personnes, il l'a donné après 2 réunions. Et puis, l'Agence française de sécurité sanitaire. Elle a donné les autorisations au mois de septembre ou au mois d'octobre dernier. Et puis, nous avons apporté des amendements, c'est-à-dire qu'on a voulu améliorer l'étude, notamment avant et après le traitement, et on a déposé des amendements. Ça a retardé l'étude d'1 mois ou 2, et dans ce temps-là, dans ce temps de retard, il y a eu en Allemagne, dans le laboratoire qui traite les cellules souches, qui les prépare plutôt, il y a eu deux problèmes médicaux avec des enfants chez qui des cellules souches ont été injectées, non pas au contact de la moelle épinière, mais dans le cerveau. Mais les problèmes qui se sont produits sont liés au mode d'injection et non pas aux cellules souches. Ça, c'est une certitude. Mais le principe de précaution, en Allemagne, comme en France, comme en Europe d'ailleurs, veut qu'on reprenne le dossier à zéro. Alors, l'équivalent de l'AFSAPS en Allemagne a repris le dossier et a dit en France, il faut également reprendre le dossier. Vous trouvez que l'Agence française de sécurité sanitaire en fait un peu trop en vous demandant de reporter cette étude ? Oui et non. Je pense qu'il n'y a jamais assez de principe de précaution. Et puis, je crois qu'on l'a assez dit ces derniers temps, l'Agence française de sécurité sanitaire est dans la difficulté à cause du problème du Mediator. Il y a une restructuration de cette agence. Elle a changé de président aujourd'hui ou hier, je crois. Et je crois que tous les dossiers en cours sont revus. Et je crois que finalement, c'est assez naturel. Elle aurait fait un petit excès de zèle, justement, parce qu'elle a pointé du doigt cette agence ? Peut-être. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire. Je crois que c'est encore une fois un principe de précaution supplémentaire. Et dans le fond, quand c'est au service des patients et de la science, je crois qu'il n'y a rien à dire. Dans le fond, c'est un retard de 2 mois, 3 mois. Je ne crois pas qu'il faille s'offusquer. Par contre, si l'étude est annulée, je crois qu'effectivement, on sera déçu. Parce que, encore une fois, c'est la première fois au monde qu'une équipe se propose de faire une étude de ce type, avec une rigueur scientifique absolue et qui permettra de dire une bonne fois pour toutes, oui ou non, ça marche. Et ça évitera probablement à un certain nombre de patients d'aller dépenser des sommes folles, souvent très importantes, ça peut aller jusqu'à 10 000 € l'injection, ce qui est quand même considérable, d'être déçu. C'est quand même un coup dur pour vous et votre équipe, non, d'être comme ça obligé de reporter cette étude? Non, c'est pas un coup dur, je dirais c'est une complication. Ça veut dire que, comme souvent en France, quand on veut faire quelque chose, c'est compliqué. On est averti, on le sait. Eh bien, on se pliera au règlement et c'est comme ça. Très bien. Professeur Jean Chazal, merci d'être venu sur le direct pour vous exprimer. Le direct qui se poursuit avec dans un instant notre dossier spécial politique. À tout de suite.